Donc il a eu l'occasion de réaliser ce rêve quasiment d'enfant qu'il porte en lui depuis très longtemps. Il considère même Frankenstein comme étant littéralement sa Bible. Moi, je dois déjà te demander, tu l'as rencontré, Guillermo del Toro? Peut humblement me considérer comme faisant partie de ses relations amicales, on va dire. Le Frankenstein d'aujourd'hui, il avait déjà tâté à ce sujet dans La forme de l'eau. Il y a quand même un aspect quasi métaphysique dans ce récit. C'est un cri lancé à la création elle-même. Et il a apporté à Victor Frankenstein, qui a eu plein de versions de sa personnalité, l'exaltation, le génie, le désespoir. Il a eu tout ça dans le passé, Victor Frankenstein. Mais là, ce qu'il n'avait pas dans les autres, c'est que c'est un salaud. It's alive! The monster! It's alive! Nous sommes sur le point de vous dévoiler l'histoire de Frankenstein, un homme de science qui voulut créer un être humain à sa propre image, sans s'en remettre au pouvoir de Dieu. Il s'agit d'un des plus étranges récits encore jamais racontés. Il touche aux deux plus grands mystères de la création, la vie et la mort. Je crois qu'il vous fera frémir. Il pourra vous choquer. Et peut-être même serez-vous horrifié. Alors, si vous pensez être en mesure de soumettre vos nerfs à une telle épreuve, c'est l'occasion de le vérifier, non? Voilà. Vous êtes prévenus. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. Je suis votre hôte Victor Weber et mes créatures sont... Philippe Sedbon, Frankenkino. Et Rafik Djoumi, It's Alive. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Frankenstein de Guillermo del Toro, 2025, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, Philippe, mon monstre sacré, et Rafik, un homme dont la liste d'accomplissements dans le domaine du cinéma est aussi longue que le bras de Jacob Elordi, et que nous sommes fiers et heureux d'accueillir pour la première fois dans la Kino Family. Mais avant de commencer les festivités et de descendre ensemble dans le laboratoire, donc je te dis bienvenue et merci d'être avec nous, Brother Geek. Merci de m'accueillir surtout. Merci Beaujean. Merci Philippe également. Je suis ravi d'être des vôtres. J'espère être à la hauteur. Eh ben écoute, c'est réciproque. Je vais t'appeler Dr Geekenstein parce que tu es une sommité. Mais avant tout, un petit rappel qui a son importance. N'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube. Avec toutes les semaines, une nouvelle fantastique vidéo de Romain von Lenoff. Et maintenant, avant que Rafik ne nous ramène aux origines, Philippe, le docteur Pitchenstein, nous résume le film, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. I'm the pitchman. Victor, qui est très bricoleur, fabrique un homme à base de cadavres. Celui-ci est grand et beau, malgré quelques discrètes cicatrices, et finit par piquer la copine de Victor. Parfait, mon pitchounet. Et maintenant, c'est au tour de Rafik d'enfiler sa blouse blanche et de nous ramener à la source avec la genèse du chef-d'œuvre de Guillermo del Toro. Eh bien, la source, je l'apprendrai à peu de gens. C'est bien sûr le roman extraordinaire de Mary Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne, écrit d'après la légende à la suite d'une nuit fiévreuse en compagnie de son mari de l'époque, Lord Byron, après qu'elle ait perdu son enfant en prématuré, et qui va lui inspirer donc cette création extraordinaire qui va vraiment générer toute une partie du courant de la littérature gothique, mais aussi annoncer beaucoup de thèmes de la science-fiction à venir, qui va être adapté bien sûr au théâtre très vite et être un énorme succès de librairie. Mais à l'arrivée du cinéma vont commencer donc à arriver naturellement plusieurs adaptations, dont la plus célèbre est certainement celle de James Whale avec Boris Karloff, donc en 1931, qui d'ailleurs est adapté non pas du roman de Mary Shelley, mais d'une des pièces
qui avait été joué à la fin du 19e. Donc il y a pas mal de changements par rapport au livre de Mary Shelley, puisque la créature de Frankenstein dans l'œuvre de Mary Shelley est une créature intelligente, là où elle ne l'est plus dans la version de James Whale, interprétée par Karloff. Ce qui change complètement toute la dynamique du récit, bien sûr, puisque le Frankenstein de Mary Shelley est une créature d'autant plus dramatique qu'il est parfaitement conscient de sa condition et de sa nature. Donc voilà, et on va avoir des tonnes et des tonnes de dérivés qui vont arriver par la suite. Il y a bien sûr la suite directe, La fiancée de Frankenstein, que moi je considère presque supérieure au film originel. The Bride of Frankenstein. Toujours réalisé par James Whale et Boris Karloff, qui nous montre d'ailleurs dans sa scène d'ouverture la fameuse nuit de création par Mary Shelley du mythe. Je recommande vivement ce deuxième film qu'on oublie trop souvent, avec la magnifique Elsa Lanchester dans le rôle de la fiancée de Frankenstein. Et ensuite, il va y avoir donc des tas de dérivés, dont certains plutôt parodiques, avec Léa Botte Costello et compagnie. Et puis, en gros, il va falloir attendre que les Anglais ressuscitent le mythe avec le studio de la Hammer dans les années 50 et 60. Donc, notamment avec Frankenstein s'est échappé, avec Peter Cushing et Christopher Lee. Donc, Christopher Lee qui fera une toute nouvelle créature de Frankenstein assez saisissante. Et ensuite, on a quand même un grand vide jusqu'à l'adaptation de Kenneth Branagh dans les années 90, avec Robert De Niro dans le rôle de la créature, voilà, qui moi n'a pas ma préférence, mais qui a quand même qui est assez fan. Donc voilà, très très brièvement résumé. C'est très intéressant. Je voudrais juste parler aussi brièvement, pour rebondir sur ce que tu as dit sur les parodies, de Frankenstein Junior, qui est un vrai film de Frankenstein, qui est très drôle. Bien sûr. Mais en même temps extrêmement respectueux de ce qui a été vu avant. Et donc ça, pour moi, ça reste même à ce jour encore un des grands films de Frankenstein. Et comment ai-je pu l'oublier, oui. Désolé. C'est pas grave du tout. Je me permettrais même de chanter « J'ai perdu la tête, car personne ne m'aime. » Tu t'es racheté, du coup. mais Philippe, moi, il y a un truc qui m'a bouleversé, en fait, quand j'ai fait une petite recherche pour terminer sur Mary Shelley, c'est qu'en fait, elle a écrit ce livre parce qu'elle a perdu des enfants, en particulier un enfant qu'elle avait eu avec son mari, tu vois. Et en fait, elle voulait faire une histoire pour montrer la vie éternelle avec ce monstre. Et ça m'a rappelé ce qu'avait fait Anne Rice aussi, tu sais, avec le vampire Lestat, qui avait elle-même perdu un enfant et qui avait créé donc un livre sur les vampires. Donc il y a un background qui est très tragique. Oui, je dis c'est logique, parce qu'une femme qui perd un enfant, qu'est-ce qu'elle écrit? La possibilité de ressusciter cet enfant par tous les moyens. Ouais. C'est plus que pour Lestat, tu vois, c'est autre chose. Lestat, c'est l'immortalité, mais le Frankenstein, c'est vraiment prendre un cadavre et en faire quelqu'un de vivant. Et ça, c'est une obsession qu'on peut tout à fait lire dans tous les films de Frankenstein. Ou absolument. Presque. Donc Elsa Lanchester dans The Bride, qui est également mon préféré de l'époque, de la première époque de film, qui joue également un double rôle comme Mia Goth dans le film de Guillermo del Toro. Ce qui nous amène... moi, je voudrais déjà te demander, tu l'as rencontré, Guillermo del Toro, à l'occasion de ton documentaire sur King Kong, ton formidable documentaire. Oui, Guillermo del Toro, j'ai eu la chance de le rencontrer dès 2002 lorsqu'il est venu présenter Les Chines du Diable à l'époque, Blade 2. Et je peux humblement me considérer comme faisant partie de ses relations amicales, on va dire. Donc, je l'ai vu plusieurs fois par la suite lors de ses passages en France. On se voit à la fois pour des interviews, donc dans le cadre professionnel, et parfois j'ai l'occasion, plus rare, de le voir en dehors du cadre professionnel. Et puis il m'avait invité à venir sur le plateau d'Hellboy aussi, à Prague. Ça, j'en serai éternellement reconnaissant. Donc voilà, oui. Il est probablement aussi gentil dans la vie qu'il a l'air quand il est en interview. C'est un type qui a l'air charmant et incroyablement passionnant quand il se met à parler de films. Il a un amour, une connaissance des monstres qui est absolument extraordinaire, et des films gothiques. Et Frankenstein était son livre préféré avec Pinocchio. Donc il a eu l'occasion de faire le dessin animé de Pinocchio et finalement de réaliser ce rêve quasiment d'enfant qu'il porte en lui depuis très longtemps, en fait. Tout à fait. Il considère même Frankenstein comme étant littéralement sa Bible, puisqu'il faut savoir qu'il a été élevé dans la religion catholique, à laquelle il a tourné le dos lors d'un événement qui me semble a vraiment son importance. Durant sa jeunesse, il a travaillé dans un hôpital, un peu à tout faire, un homme à tout faire, et en fait, il avait vu dans
dans un des sous-sols de l'hôpital une série de fœtus de mort-nés dans des bocaux. Et ça a été un traumatisme, cette image, qui lui a fait déduire que Dieu n'existait pas à l'époque. Donc il s'est détourné à ce moment-là de la religion catholique. Et cette image de ces fœtus, de ces objets, on va dire, de ce qu'on associe à la pureté originelle, ne l'a jamais quitté. D'ailleurs, c'est dans tous ses films. Tu trouveras cette image-là hein, dans Chronos. C'est une série de statues d'anges qui est comme ça. Dans Les Chines du Diable, on a des bocals avec des fœtus dedans. Et même la peau très particulière de sa créature de Frankenstein dans le film qui nous intéresse. Elle a ce côté marbré de ce qui a été conservé dans le formol en fait. C'est beau parce qu'elle a effectivement ce côté de statue qui prend vie. Et Jacob Elordi, on va parler bientôt du casting avec Philippe. Au départ, c'était pas lui qui était pressenti. Il avait écrit le rôle d'abord j'ai lu Benedict Cumberbatch à une époque, et ensuite Andrew Garfield, qui a finalement été obligé à cause d'une grève des scénaristes de partir vers d'autres aventures. Je crois que le film avec Benedict Cumberbatch avait été déraillé par le Dark Universe. Tu sais, quand ils avaient essayé de rebooter avec cette étrange photo où tu avais Johnny Depp, ils avaient finalement fait simplement La Momie avec Tom Cruise, qui était pas terrible. En fait, il a eu une relation très tumultueuse avec Universal depuis longtemps, Guillermo, puisque dès la fin des années 90, il avait cherché à monter le projet Hellboy chez Universal. Ça s'était mal passé, ça n'a pas pu se faire. Et donc, dans les années 2008, je crois à peu près, Universal a repris la franchise Hellboy à Columbia pour attirer à nouveau Guillermo dans ses crochets, on va dire, justement parce qu'ils avaient besoin d'un auteur qui puisse leur ressusciter leur catalogue de monstres, puisque bon, Universal, ça reste le studio des monstres, hein, et bien sûr, ils ont toutes les franchises. Et moi, je me souviens que je l'avais vu, c'était en 2009, je crois, 2008 ou 2009, je sais plus, un matin à l'hôtel, et il était très très soucieux, et il m'explique qu'il venait de recevoir un appel où on lui proposait de faire un projet dont il rêvait, mais que les conditions n'étaient pas réunies et qu'il devrait refuser, et ça lui brisait le cœur d'avance de devoir refuser. Il n'a pas dit le titre, mais j'ai déduit par la suite qu'il s'agissait du Wolfman, qui a finalement été réalisé par Joey Johnston. Avec Benicio del Toro, et qui était un projet très 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 problématique. Le truc avec Guillermo, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a eu sa première expérience hollywoodienne a été tragique. C'était Mimic qu'il a fait pour un homme charmant qui s'appelait Harvey Weinstein. Un vrai monstre du coup, voilà, exactement. Et les frères Weinstein lui ont vraiment pourri son film et s'en est très difficilement remis. Il a fait une sorte de dépression nerveuse à la suite de ce tournage catastrophique. C'est un film qu'il ne reconnaît pas. Et depuis, il s'est juré de ne plus jamais s'engager dans quoi que ce soit s'il ne maîtrisait pas tous les paramètres. C'est pour ça que Guillermo est un recordman de refus de gros projets. La liste de gros films qu'il a refusés est hallucinante. Enfin, il faut savoir que pratiquement tous les Harry Potter lui ont été proposés et il les a systématiquement refusés parce qu'il ne veut pas avoir à négocier avec tout un staff de gens qui vont lui dire quoi faire, etc. Donc il ne s'engage que vraiment lorsque tout est verrouillé. Et du coup, avec Universal, il n'y avait pas ces conditions-là. Et on va dire politiquement, ça ne s'est pas très bien passé par la suite. Il était question qu'il fasse un Frankenstein à cette période, hein, donc à la fin des années 2000, avant 2010. Et ça c'est sorti dans la presse que Frankenstein pourrait être le prochain Del Toro. Et finalement, les relations avec Universal étaient trop compliquées. Il devait même le faire avec son acteur fétiche qui est Doug Jones, qui est ce géant. Exactement, aussi, tout à fait. C'était à cette époque-là, donc c'est à cette époque-là. Mais ce qui nous amène donc justement au casting, avec le docteur Kastenstein, ça marche pour tout. Philippe, c'est à toi. Le casting, c'est avant tout pour moi Jacob Elordi, cet acteur australien de 28 ans que je ne connaissais absolument pas, qui a déjà tourné 26 films, et qui, tout d'un coup, incarne, je dis pas qu'il fait oublier Boris Karloff, c'est pas vrai. Boris Karloff, il est inscrit dans l'histoire du cinéma pour toujours. Mais Jacob Elordi est beaucoup plus logique dans ce rôle, parce que j'ai toujours pensé, en voyant les vieux Frankenstein, pourquoi en faire quelque chose de hideux ? C'est pas logique. Si tu fabriques un homme, c'est pour le faire le plus beau possible, le plus facilement intégrable à la société, tu vois.
Donc pourquoi faire un type avec le crâne plat, des boulons dans le cou c'est quand même assez illogique. Et là, tout d'un coup, Elordi, je trouve qu'il incarne parfaitement ça. C'est un homme parfait tel que le voit Victor Frankenstein. Et il est presque trop parfait parce qu'il a le visage régulier. Le seul problème qu'il a, c'est qu'il a des balafres partout, qu'il est blafard, qu'il est bon. Mais sans ça, voilà, la preuve, c'est qu'il arrive à séduire Mia Goth. Donc, On va rester un peu sur lui, effectivement, parce que je ne sais pas comment... Vous avez lu le livre de Mary Shelley. Est-ce qu'il est beau dans le livre, ou en tous les cas, est-ce qu'il est moins monstrueux que Karloff aussi? Il est censé quand même avoir quelque chose d'un peu repoussant. Mais en même temps, j'ai pas le souvenir qu'il soit décrit très précisément. Il n'a pas les boulons, ça c'est sûr. Mais il fait peur, en tout cas. Ouais. Il inquiète. Je trouve que c'est une très belle idée de l'avoir fait séduisant, et ça rappelle les dessins de Bernie Wrightson, que cite d'ailleurs Guillermo del Toro au générique, puisqu'il a ce corps d'athlète qu'a Elordi. Et en fait, on retrouve la même histoire d'amour qu'on avait dans la Shape of Water, tu sais, où cette femme tombait amoureuse de cette sublime créature du lagon noir. Et ben là, c'est une version sensualisée du monstre, et on peut tout à fait comprendre pourquoi Mia Goth va dans cette cave s'adresser à cette espèce d'étrange créature qui est à la fois touchant, qui est comme un enfant, et qui fait 1m97 quand même. Oui, d'ailleurs, après avoir vu Frankenstein, j'ai revu la créature de l'eau, je ne sais plus quoi, le titre. Ah ouais, la forme de l'eau. La forme de l'eau, c'est ça. La forme de l'eau, pardon. Et en fait, il y avait déjà Frankenstein dedans. Je veux dire, c'est vraiment une extension. Le Frankenstein d'aujourd'hui, c'est la forme. Il avait déjà tâté à ce sujet dans la forme de l'eau. Absolument, mais Jacob Elordi, il était déjà très très bien dans Saltburn. Il était dans une série télé qui s'appelle Euphoria. Et il a joué dans Priscilla, il joue Elvis Presley, une espèce d'Elvis Presley géant pour la fille Coppola, tu vois. Donc il avait un début de carrière, mais là, on a vu qu'il a eu une standing ovation de 10 minutes à Venise. Il avait les larmes aux yeux d'ailleurs, et ça a quand même, je l'espère, donné un autre tournant à sa carrière, parce qu'il est absolument magnifique dans le film. Il y a un travail de mime, il y a un travail de cascadeur, il y a un travail, il est presque sans parole pendant toute la première partie, et ensuite, quand il se met à parler, il amène ce degré d'émotion qu'on n'avait pas effectivement avec Karloff, qui était muet, et qui lui était une présence extraordinaire, physique surtout. No, you're hurting me! No! Je sais pas nager. Tu ne sais pas quoi? Je sais pas nager. Et il y a aussi un aspect intéressant, c'est que le fait qu'il ait été casté finalement très tardivement, avant le début du tournage, fait qu'il est, comment dire, il était très très hésitant, il n'était pas sûr de lui, on va dire, et ça ne fait que souligner dans sa gestuelle ce côté je suis pas à ma place en fait, je suis pas intégré à ce monde, et ça je pense que ça lui a beaucoup servi. Tu as cité Bernie Wrightson, c'est plus qu'une référence, hein, c'est vraiment une base de travail sur ce film. Ça se voit, donc hein. voilà, c'est effectivement bien. Donc c'est cet artiste de DC qui bossait beaucoup pour DC Comics, qui s'occupait surtout des nouvelles horrifiques de DC Comics, qui a aussi créé le personnage de la créature du marais, et qui avait un coup de crayon hallucinant. Moi, je sais que gamin, c'est le premier artiste de comic book dont j'ai reconnu le style immédiatement. Quoi. Ouais. Et en 83, effectivement, il s'était lancé dans ce Frankenstein illustré que je recommande vivement. Hein. C'est absolument magnifique. Il y a des reproductions à l'identique dans le film de Del Toro de plusieurs planches de Bernie Wrightson. Ouais, notamment ils étaient amis. Quand Victor le découvre pour la première fois dans son lit, tu sais, c'est carrément un dessin de Wrightson. Ça, tout à fait, tout à fait. Quand il se penche au-dessus de l'eau, etc. Ils étaient amis, hein, Guillermo et Bernie ça Wrightson. m'étonne pas. Mais Philippe, c'est très intéressant ce que dit Rafik, parce qu'effectivement, ils ont eu très peu de temps pour travailler le look de Jacob, puisqu'ils ont designé la créature pour Andrew Garfield pendant 1 an, je crois. Un peu comme Eggers, le travail sur Nosferatu avec Skarsgård, tu vois. C'est des gens qui ont le moule de l'acteur et qui travaillent dessus pendant des mois et des mois, alors que là, ils ont eu quelques semaines ou à peine quelques mois pour faire le look de Jacob dont tu parlais, Philippe. Et donc, son créateur, Oscar Isaac. Tu peux nous parler un peu d'Oscar? Oscar Isaac, 45 ans, 75 films, de plus en plus actif, limite hyperactif. Il tourne tout et tout le temps.
Et c'est un très très bon acteur, c'est vraiment un très bon capable de tout. À mon avis, c'est le premier vrai successeur de Pacino ou de Niro, etc. Il porte ça en lui, il a cette espèce d'intensité de noirceur et tout. Et il a apporté à Victor Frankenstein, qui a eu plein de versions de sa personnalité, l'exaltation, le génie, le désespoir. Il a eu tout ça dans le passé, Victor Frankenstein. Mais là, ce qu'il n'avait pas dans les autres, c'est que c'est un salaud. Give me your leg! C'est un salaud fini qui traite sa créature comme un chien, qui l'accuse d'avoir tué des gens que lui-même a tués. C'est vraiment une salope finie, et à la fin, c'est presque incroyable que le monstre arrive à le pardonner. Et que beau, Victor, en dernier, in extremis, retrouve une certaine noblesse et une certaine humanité qu'il n'a pas eu du tout depuis le début de l'aventure. Donc ça, il arrive à faire ça, Chris Isaac, sans aucune vanité, puisqu'il accepte Oscar, pas Chris. Chris, c'est le chanteur. Ah merde, pardon. On mettra une chanson de lui. Mais Rafik, est-ce que Peter Cushing, c'est lui qui faisait le docteur dans les films de la Hammer face à Christopher Lee? Christopher Lee, oui. Et c'était le méchant aussi, quand même. C'était pas déjà le méchant? Il avait c'est Peter Cushing, hein, il a même pas besoin de dialogue pour être inquiétant. Mais en fait, même je trouve que même dans le film de James Whale, hein, Victor Frankenstein est pas montré sous son meilleur jour. Il est surtout fou. Il est surtout fou dans les films de James Whale. Ouais. C'est une image du créateur qui s'est laissé emporter par son énergie créatrice au point de défier les dieux. Et comme le dit la tagline de ce dernier film, seuls les monstres osent défier jouer à Dieu, c'est ça. Hein, ouais. Il est particulièrement monstrueux et en fait le look est très intéressant parce qu'ils ont travaillé beaucoup son look et il parle de rockstar. Et c'est vrai qu'on peut voir Prince, on peut voir Mick Jagger, il y a David Bowie, il y a tout ce côté rockstar du docteur que voulait Guillermo del Toro et qu'on ressent bien avec Oscar Isaac. Il avait un peu moins tourné ces temps derniers. J'avais lu qu'il voulait s'occuper de sa mère, je crois, où il s'était un petit peu écarté du cinéma et là il revient en force. Mais c'est vrai que il a beaucoup travaillé depuis Inside Llewyn Davis qu'il a mis sur la carte, le film des frères Cohen. On l'a vu dans A Most Violent Year, qui est là son film qui est peut-être le plus Pacinoesque qu'il ait fait, si tu veux. Et puis ensuite, les Star Wars, les Dunes, Ex Machina, enfin, il a été dans des grosses franchises. Et je crois il s'est fatigué un petit peu aussi. Il a même fait un Marvel, il a fait Moon Knight, je crois que ça s'appelle, pour Marvel, tu sais, pour Disney+, une série télé. Et donc, il est formidable dans le film. Même si je devais dénoncer un tout petit truc, c'est qu'à la fin, ils sont un petit peu trop on the nose, comme on dit, quand il dit « c'est toi le vrai monstre », on a compris que c'était Victor le monstre, si tu veux. Et Guillermo appuie là-dessus un petit peu, alors que c'était peut-être pas utile. Mais ce sera peut-être le seul truc que je vais relever, parce que le film est tellement sublime par ailleurs, à la fin, carrément, c'est le pingouin. T'as vu quand il part derrière la créature, en boitant, on dirait il a l'air sorti de l'asile d'Arkham, tu vois. C'est même plus un être humain, quoi. C'est ça. Il a été effectivement vu comme designé comme une rockstar et même avec des éléments punk. En tout cas, c'est une des directives qu'avait la costumière Kate Hawley dans le choix des costumes d'Oscar Isaac. C'était effectivement que ces costumes auraient pu être portés par un vrai dandy punk de la fin des années 70. Quoi. C'est drôle, hein. Elle a fait un travail absolument formidable aussi. Un peu le même travail que la costumière sur le Joker du Dark Knight de Heath Ledger, où il voulait le rapprocher des punk stars et des rock stars aussi. Donc ça, c'est très intéressant quand on mélange les époques. Mais Philippe, tu peux nous parler d'une jeune femme que je surnomme Marie Shelley Duval, qui est Mia Goth. Mia Goth, j'adore cette actrice depuis que je l'ai vue dans Maxine, les 3 films, tu sais, où elle jouait Maxine. De la Ty star West, du porno. Ouais. Elle est incroyable, quoi. C'est vraiment elle succède à Shelley Duval, à toutes ces actrices excentriques des années 70. Elle a un physique extraordinaire, elle a une finesse de jeu complètement mature, alors je crois qu'elle est encore très jeune. Elle écrit des textes, elle écrit ses scénarios. Enfin, c'est vraiment une personnalité unique. Et là, elle est super bien exploitée. C'est-à-dire, d'abord, déjà dans le tout petit rôle de la mère. Maman ? Au début, où elle est à peine filmée. C'est-à-dire, je pense qu'il ne voulait pas justement nous montrer qu'elle jouait 2 rôles. Peut-être qu'il voulait nous la faire passer pour une autre actrice. Mais elle est quand même déjà très bien.
Elle parle français, je crois. Elle parle français avec son fils. Et ensuite, elle joue cette jeune femme libre, complètement libre, qui a des goûts anormaux pour son époque et qui est attirée par l'anormal, par le bizarre, parce qu'elle l'est elle-même. Et Ouais. c'est vrai que les scènes qu'elle joue dans le sous-sol avec le pauvre, pauvre monstre enchaîné sont bouleversantes. C'est d'une beauté, on dirait qu'elle s'adresse à un tout petit enfant, et puis petit à petit elle est attirée par lui parce qu'ils se reconnaissent les deux, ces deux exclus, de marginaux, etc. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau dans le film, moi, la relation presque amoureuse entre cette créature qui a toujours été considérée comme un monstre affreux et cette jeune femme exclue de tout pratiquement depuis qu'elle est petite, quoi. Très très belle chose. Ouais, elle incarne le premier véritable rapport humain que la créature va Ouais. connaître. C'est vrai. Le geste qu'elle a lorsqu'elle tend ses mains vers la main de la créature, c'est une citation directe de Michel-Ange, Ah ouais, bah, bien Oui, sûr, du ouais. célèbre Ouais. tableau de Dieu qui donne la vie. C'est-à-dire, elle lui donne effectivement vie à ce moment-là. C'est beau. Et ouais, c'est très beau. Et il y a autre chose aussi qui montre, je pense, la passion qu'a Del Toro pour elle. Del Toro, depuis sa petite enfance, est absolument passionné par les insectes. C'est une quasi-religion pour lui, et c'est dans Ouais. tous ses films. Et en fait, si on y fait attention, la couleur de toutes les robes portées par Mia Goth dans le film renvoie à des couleurs utilisées par certaines espèces d'insectes très Génial. des particuliers. À chaque papillons. fois, voilà, Des il y papillons, a entre ça. autres, ouais. Ah, Entre c'est autres, magnifique. mais pas seulement, des scarabées, des choses comme ça. Elle Et travaille sur ouais, la couleur verte. Hein. ouais, Moi, elle a une robe verte incroyable qui est voilà. absolument sublime. Ouais. Et elle a régulièrement des coiffes aussi, Ouais. des chapeaux qui en fait servent à lui faire un halo, un peu comme comme une sculpture religieuse du christianisme orthodoxe en fait. Hein. Donc elle est souvent, son visage est souvent cadré dans ce Ah, halo. c'est très beau. Ah, c'est magnifique. Alors, on retrouve Christophe Valls, Baron Frankenstein, my name is Heinrich Harlander. qui est en mode valse, mais il est formidable parce c'est un vrai personnage. J'ai pas vu le Dracula de Besson, mais il est également dedans. Donc, dans la même année, il est dans Frankenstein et Dracula. Et je trouve qu'il est bien là. On sent la folie du personnage. Spoiler alerte, quand il retire sa perruque, on voit dès le début qu'il a une perruque. Il est donc atteint de la syphilis. Et il y a une question que je voulais vous poser, c'est qu'il s'empare de cette espèce d'antenne qu'on met sur le toit, tu sais, au sommet de l'édifice, qui va attraper l'électricité, et elle se casse parce qu'elle tombe sur le sol. Et en fait, on voit qu'il y a un bout qui est imparfait. Est-ce que c'est ça qui donne la vie, en fait? Et que c'est cette imperfection qui... Parce que Del Toro fait vraiment un sort à ça. Il montre que le système est déglingué, en fait. Je ne sais pas quoi répondre à ton analyse, j'imagine. Euh, effectivement, oui, il y a oui, mais il y a cette idée que mais ça, c'est pas forcément que du Del Toro. C'est un truc qui revient souvent dans les films qui traitent notamment d'intelligence artificielle, etc. On a toujours une imperfection, un accident, tu sais, qui donne C'est vie au ça. robot, C'est ça. une petite C'est ce que bosse, voilà. C'est ce que je Ouais. me suis dit, c'est qu'en fait, s'il n'y avait pas eu cette espèce de cassure dans l'antenne, peut-être que ça n'aurait Mm, pas marché, et que ça a été tout d'un mm, coup mm. l'intrusion Ouais. d'une erreur qui fait qu'on a le résultat final. Mais moi, ce que j'adore, c'est que c'est l'amour de Del Toro pour les sets, pour les décors. Et bon, même s'il se repose un peu sur le CGI, parce que quand tu fais des loups aujourd'hui, t'as pas le choix, si tu veux, ça ne me dérange pas, il s'en sert comme d'un outil. Et le laboratoire ainsi que le vaisseau, le bateau, tu sais, des Danois ou je sais pas, des Scandinaves au début, sont faits en vrai, en fait. Ça, c'est Oui. incroyable. Comment dire, le laboratoire, ça a été 9 mois de construction. Hein. Et je crois qu'il fallait 3 heures pour l'éclairer, tellement c'était compliqué. On n'a pas parlé du chef opérateur Dan Losten qui le suit depuis Mimic. En fait, ils ont travaillé sur Mimic, mais ensuite, comment dire, il y a eu toute une période où c'était Guillermo Navarro qui éclairait les films de Del Toro, et ils se sont retrouvés sur Crimson Peak avec Dan Losten. Que j'aime D'ailleurs, beaucoup aussi. Ouais. on peut faire beaucoup de parallèles esthétiques entre Absolument. Crimson Peak et Frankenstein. Et Losten, il a ce talent incroyable de parvenir à isoler les comédiens sur des couleurs qu'ils ne partagent pas. C'est-à-dire que je sais pas, le décor sera baigné d'une sorte de vert un peu maladif, mais le visage du comédien sera plutôt rouge, par exemple. Incroyable. Oui, Il c'est vrai. a une technique spéciale pour obtenir Comme ces des effets-là. tableaux vivants, Ouais. ouais, c'est beau. Ouais. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir le film en salle.
Non. Malheureusement non, parce que Non. je n'habite pas, j'habite en Asie. Il n'est pas Oui. sorti en Asie en salle, malheureusement. Moi, je l'ai vu, je l'ai découvert en salle Merveilleux. et comment dire, il y a plein de petites indications au niveau du travail des couleurs qui sont assez extraordinaires. Quand la première fois qu'il rentre dans ce qui va devenir son labo, j'ai remarqué que les mains de Victor étaient rouges, sans que rien ne le justifie, mais juste ses mains C'est fou. qu'il a dans le dos. Et en fait, il a déjà signé le pacte de sang qu'il va avoir avec ce lieu. En fait, c'est plein de petites touches comme De ça. détails, ouais, c'est extraordinaire. Mais alors, il paraît que Philippe, Jacob Elordi passait par moment 10 heures au maquillage. C'est C'est-à-dire, c'est quand normal. même Hein. incroyable. Il devait arriver à 3 heures du matin et se mettre à tourner à 1 heure de l'après-midi. Mais ça l'a aidé, bien évidemment, à rentrer dans le personnage parce il était tout le temps sur le plateau, dans un coin un peu isolé comme ça. Et puis quand on voit les images du making-of, c'est une famille. Hein. On sent une chaleur humaine grâce à Guillermo del Toro qui donne la couleur, si tu veux. Mais c'est formidable, l'amour qu'on ressent sur ce plateau. Alors que c'est dur à faire ce qu'ils font, ces gens-là. Hein. D'ailleurs, tu sais, on a parlé du look de Elordi dans le film en le comparant au géant de Prometheus de Ridley Scott, Ouais. tu sais. Ouais, Et ouais. c'est vrai que c'est relativement proche, mais moi, en fouillant un peu, j'ai trouvé un autre film des années 70 qui s'appelait Les Horreurs de Frankenstein, où Ah, David Prowse, qui jouait Dark Mm. Vador, bien sûr. avait un look similaire, c'est-à-dire blanc, glabre, avec un corps musculeux comme ça. Enfin, c'était pas très loin, à part qu'il était pas beau. Mais c'était pas très loin de ce que c'est devenu là. Et le même, Intéressant. alors là pour la petite histoire, le même David Prowse a rejoué le monstre en 74 dans Frankenstein et le monstre de l'enfer, où là c'était devenu une espèce de gorille horrible, hideux, plein de poils partout, etc. Donc ils avaient complètement changé d'optique avec le même acteur. Ah, Donc je c'est trouve drôle. ça assez marrant comme anecdote, quoi. Jacob Elordi s'est inspiré des danses Buto, tu sais, japonaises, où les gens tordent leur corps dans tous les sens et obtiennent une certaine grâce dans le côté grotesque, et également d'une façon de chanter avec la gorge qu'on fait en Mongolie, tu sais. Donc il a fait un travail énorme, et il dit qu'une de ses grandes inspirations, ça a été, je parlais de lui il y a quelques instants, et j'en parle dans toutes les émissions, Heath Ledger dans le Joker. Il dit aussi que ça a été un truc très important pour lui, et on voit effectivement... des éclairs le même génie qu'il y a chez Ledger, on le voit chez Elordi, je trouve, dans ce personnage. La texture très particulière de son visage, comme je l'ai dit, elle est récurrente dans les films de Guillermo del Toro. Et si vous revoyez le chef des vampires dans Blade 2, Damaskinos, Ouais. vous remarquerez qu'il a très exactement cette texture qui en fait comme du marbre, un peu très Ah, marbré. c'est beau. Il y a Ouais. une autre inspiration majeure. À chaque fois que Guillermo venait à Paris, moi je me souviens qu'il y a longtemps, hein, il me parlait sans arrêt du musée Fragonard où sont exposés les fameux écorchés. Ouais. Qui sont Ouais. tu sais, ces corps humains qui ont été. Bref, et je pense qu'il a passé des heures à les étudier sous tous les angles et à les redessiner. Parce que dans le film, il y a une, comment dire, une texture particulière au cadavre en fait qu'on peut voir dans le laboratoire de Et il y a Victor. une beauté dans la mort, qu'on soit sur les champs de bataille ou qu'on soit dans les laboratoires. Il y a Exactement. ces héros, c'est Thanatos. C'est très sensuel et très beau à la fois. Et il n'y a pas de Igor. Je sais pas, il ne devait pas y avoir de Igor dans le livre non plus, je pense. Ça, c'est quand même un truc qu'on voit dans tous les Frankenstein. C'est Marty Feldman dans celui de Mel Brooks. Le fameux. Mais là, il y a pas, à moins que Valls soit une espèce d'Igor syphilitique. Il a, Ouais. il a remplacé l'emploi de serviteur à moitié des crétins par cette espèce de sponsor, égotique, égoïste, il fait tout ça pour récupérer sa santé et sa J'ai pas très bien longévité. compris son idée d'ailleurs. Il veut qu'on mette son cerveau dans le corps Ouais, de Jacob, dans le c'est ça corps en fait? de la créature, ouais, c'est ça. D'accord, d'accord, je comprends. Mais c'est avant tout effectivement une histoire, probablement comme dans le livre aussi, sur la paternité, une paternité ratée. C'est un père qui est affreux, qui renie son enfant. Et Victor devient de plus en plus monstrueux, alors que Jacob devient de plus en plus humain. Quand il a des cheveux qui commencent à pousser, quand il a ce magnifique manteau qu'il trouve sur un soldat et qu'il a cette très belle scène où il nourrit une biche, tu sais, et il comprend que les humains sont dangereux et monstrueux quand les chasseurs tuent la biche et se mettent à le traquer aussi. Et qui devient l'esprit de la forêt. C'est très très beau ce passage.
Bah, c'est une scène qui arrive juste après qu'il ait contemplé un crâne humain dans la position d'Hamlet. Hein, Exactement, Ouais. j'y ai pensé. En se posant donc la question rhétorique, to be or not to be. Et en fait, si on fait gaffe, on verra que effectivement tous les animaux dans le film lui montrent une voie, une façon d'être. C'est-à-dire que lorsqu'il est prisonnier dans les douves, c'est le rat qui lui montre la possibilité Ouais. de s'en extirper. Mhm. Il y a l'oiseau qui lui montre la possibilité de voler. Et il y a la biche qui lui montre qu'on peut être une créature sacrificielle. Les loups qui lui démontrent qu'on peut aussi être la créature qui sacrifie les autres, etc. Enfin, Ouais. c'est la Et créature. aussi, excuse-moi, Rafik, pour rebondir sur ce que tu dis, les petites souris qui vivent avec lui sous chez dans la Exactement. cave, tu sais. Il Tout est à couvert fait, de tout petites à souris fait. comme ça. Et là, on est en plein conte de fées. C'est Blanche-Neige, c'est Pinocchio et tout. C'est des animaux qui ont une présence et un rôle très important et c'est très beau. Parce qu'il ne faut pas Et oublier que c'est un maintenant, enfant. Le Ouais, personnage est un exactement. enfant. oui. Il vient d'arriver sur Terre, dans ce monde. C'est la face sombre de Pinocchio. C'est pour ça que ce sont les deux livres préférés de Del Toro. C'est que c'est la même histoire, en fait. C'est ça qui est magnifique. Et ce sont des œuvres qui voulaient adapter depuis très longtemps, à la fois le roman de Pinocchio de Collodi et donc le Frankenstein de Mary Shelley. Et ce qui est marrant ou tragique, comme on voudra, c'est que ce sont deux récits qui ont trait à la paternité, donc à la filiation, et il a fallu qu'il attende à la fois la mort de son père et de sa mère pour pouvoir les faire. C'est-à-dire que son père est mort, il a fait Pinocchio, sa mère meurt et il fait Frankenstein, quoi. Waouh, j'ignorais que son père était mort. Son père qui avait été kidnappé et James Cameron l'avait aidé à récupérer Oui, au Mexique. tout à Ouais. fait, à la Une fin des histoire années étonnante. 90. Mais Philippe, il y a un truc qu'on avait remarqué déjà au cinéma, c'est que les méchants boivent du lait. Que ce soit Alex Delarge dans Orange Mécanique, que ce soit Anton Chigurh dans No Country for Old Men. Là, Victor passe tout le film à boire du lait. Il a tout le temps un verre de lait à la main et c'est vraiment une constante, ça. Il n'a pas besoin de picoler, lui. Il est déjà complètement, complètement explosé, donc je crois que le lait, ça suffit largement pour lui. Et beaucoup de références, en particulier au début du film. Je fais un petit salut à notre ami Laurent Vachaud, à Barry Lyndon. On voit qu'il tourne au même endroit, tu sais, avec le tableau. Et quand ils Oui. sont habillés en bleu, ça rappelle aussi le petit Lord Lyndon aussi. Donc on sent que Del Toro doit être un très grand amateur du film de Kubrick, hein, qu'on aime beaucoup aussi dans la mission. Tout à Pour fait. parler un peu du scénario, je trouve qu'il y a un travail qu'il a fait sur le personnage de l'aveugle, tu sais, du vieil aveugle, Ouais. qui est formidable parce que depuis le film de James Whale en 31, ça a toujours été un caméo, tu sais, enfin, cela dit, c'était dans la suite, c'était dans Bride Et of Gene Frankenstein. Hackman, dans- extraordinaire Gene Hackman dans Oui. Frankenstein Jr. My name is Harold, and I live here all alone. What is your name? I didn't get that. No. Et donc, ça a toujours été un caméo qui apparaissait dans une scène et qui devenait l'ami du monstre, donc la première personne non hostile qu'il rencontrait, mais ça allait pas plus loin. Et là, je trouve que d'en faire son mentor, l'homme qui lui apprend tout, qui lui apprend à lire, qui lui apprend, enfin tout ça, c'est une très très belle idée. C'est une bonne utilisation d'un personnage existant qui ne servait pas à grand chose en réalité avant, à part, c'est un détail. Là, c'est pas du tout un détail, c'est vraiment formidable de l'avoir intégré à la mythologie de Frankenstein de manière active, tu vois. Absolument. Et l'acteur est formidable. C'est un acteur anglais qu'on voit dans Harry Potter. Et j'ai pas son nom là, mais il est absolument génial. Il amène une humanité et il est le Ouais. pendant de tous les monstres humains que Frankenstein peut croiser sur sa route. Oui, et puis surtout, il lui fait lire un des auteurs qui charpente ce film, hein, qui est Milton. C'est ça. Puisqu'il ne faut pas oublier que Frankenstein, donc ou le Prométhée moderne, c'est quand même. Il y a quand même un aspect quasi métaphysique, hein, dans ce récit. C'est un cri lancé à la création elle-même, quoi, à la face de la vie. C'est l'injustice qu'a pu vivre, le sentiment d'horrible injustice qu'a pu vivre Mary Shelley en perdant son enfant. C'est un cri qu'elle a lancé au cosmos, quoi. Et je pense que c'est quelque chose, cet aspect cosmogonique est très très important. Là, pour Alors, pas dire. je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un des films les plus récents dont on parle, Philippe, dans Kinopod. En général, on repart plutôt vers le passé. Celui-là est de 2025. Alors, il y a des gens qui regrettaient que ce soit Netflix, mais en même temps, si Netflix n'avait pas financé le film, il n'aurait peut-être jamais vu le jour aujourd'hui, vu l'économie dans laquelle on avance. Et moi, je préfère que ça voit le jour sur Netflix que pas du tout.
Et en fait, c'est vrai que même si les films de streaming sont un petit peu génériques, moi j'étais content quand j'ai eu La balade de Buster Scruggs, Roma, de Meyerowitz Story, Annihilation, tu vois, de Alex Garland. Et il y en a certains comme ça, Uncut Gems, qui sont des films qui surnagent quand même. Et je trouve qu'il ne faut pas condamner en masse strictement les films qui sont produits pour le streaming. La preuve, Frankenstein aujourd'hui. Bah, le problème, encore une fois, c'est de la vision sale. C'est-à-dire que, euh, comment dire, il est évident qu'un contrôle fric comme Guillermo, il n'aurait pas pu monter ses projets comme ça pour Ouais, des studios hollywoodiens. C'est évident que sur un Frankenstein ou même sur Pinocchio, qui est aussi une ouais. production Netflix, on lui a laissé les coups des franches. Il a fait exactement les films qu'il voulait faire. Mais en même temps, il y a un pincement au cœur à voir un travail aussi poussé, aussi fignolé, dans les moindres détails, finir sur un écran de téléphone portable. Moi, j'ai eu la chance de voir Pinocchio aussi en salle. C'est Oui, absolument stupéfiant, je suis d'accord avec toi. le détail qu'il y a dans ce film d'animation. Et Frankenstein, comme je l'ai dit tout à l'heure, des détails, il y en a dans tous les coins d'écran, quoi. Bien sûr, non, mais c'est évident que c'est beaucoup mieux en salle. Moi, je ne critique pas cet aspect-là, mais je suis heureux que que ce film ait pu voir le jour quand même, si tu veux, bien qu'effectivement, il appartient dans une salle, il n'y a aucun doute. Alors moi, j'ai une question à vous poser, parce que d'abord, le début, je trouve que ça fait penser à The Thing, tu sais, ce côté au pôle Nord, ça j'adore, qui est dans le livre. Mais est-ce qu'il y a un truc qui est dans le livre, ce fait qu'il ait un pouvoir pour guérir, pour se régénérer comme Wolverine, où il est intuable, tu as vu? Il est criblé de balles et tout d'un coup sa peau se reforme, etc. C'est Non, comme ça dans le livre ou c'est Non, une non, idée de non, Del non, Toro, ça? non, Hmm. non, ça non. c'est une idée de Del Toro. La créature de Frankenstein, en tout cas dans les films, dans beaucoup de films qui ont été faits, il ne faut pas oublier qu'elle est littéralement tuée par les habitants du village, hein, donc Avec elle des n'est pas du tout fourches. immortelle. Ouais. Là, il y a le choix délibéré d'en faire un demi-dieu, hein, ce qui est à peu de choses près ce que Victor avait en tête lorsque justement il a choisi le corps le plus. C'est une statue grecque en fait hein, qu'il a créée. Ouais. Donc non, non, ça c'est effectivement une liberté scénaristique prise par Guillermo Bah, ça qui est marche bien, Philippe. Je sais pas ce que tu en penses, Philippe, mais ce côté Terminator, je trouve, marche plutôt bien. C'est pas un Terminator, je trouve que c'est prodigieux parce qu'il lui a fait le don de la vie éternelle et ce Ouais, don devient une malédiction. ouais. C'est-à-dire, c'est le pire truc qu'il pouvait lui faire à sa créature. C'est le rendre seul. Il pourra vivre que seul, mais pour toujours. Et je trouve que c'est formidable l'ambiguïté de ce don qu'il lui a donné. C'est vraiment fantastique, je trouve. Ce qu'on retrouve avec les vampires aussi, et c'est pour ça il veut une bride, il veut une fiancée. D'ailleurs, je pensais que Mia Goth serait ramenée à la vie, si tu veux, à la fin du film, et qu'on aurait un Oui, petit moi bout aussi. de fiancée de Frankenstein, mais peut-être qu'il y en aura un deuxième, j'espère. il s'est passé un truc intéressant sur le plateau avec la scène où elle se fait tirer dessus et il la prend dans ses bras. Il Ouais, passe devant tout le monde. C'est qu'au départ, les maquilleurs avaient créé une réplique de la comédienne hein, pour qu'il puisse la porter pendant tout ce trajet. ouais. Et en dernière minute, en fait, Jacob Elordi a décidé de ne pas utiliser ce Waouh. mannequin et de faire la scène avec la vraie Mia Goth. Et en fait, au Incroyable. moment où il a pris l'actrice, d'après les gens qui étaient sur place, il y a un énorme silence qui s'est abattu sur le plateau. Presque un Waouh. recueillement, et qu'ils ont vécu un moment magique en fait où il est passé Incroyable. devant tout le monde avec la comédienne. Mais c'est vrai qu'elle est magnifique. Il faut savoir aussi que toutes les interactions entre Elisabeth et la créature ont été tournées à 48 images secondes, de façon à ce que Guillermo ait le choix au montage de ralentir certains détails. Mm. Et notamment, par exemple, les clignements d'yeux, etc. Et c'est effectivement l'incroyable élégance qu'ils ont tous les deux dans leur interaction. Ça vient de certains moments. Voilà, il a joué avec la vitesse de défilement parce que justement, il avait beaucoup plus d'images que nécessaire et donc il ralentissait certains gestes pour les rendre encore plus beaux, Ah, c'est etc. génial. Ah, j'aime beaucoup ça, ouais. J'adore les scènes aussi dans les facultés de médecine, tu sais, quand il montre cette espèce d'automate, enfin, qu'il ramène pour Ouais, la première fois à la vie incroyable. avec cette balle. C'est magnifique parce que on sent que ça a été fabriqué en vrai, c'est pas du CGI, et tu Tout sens à tout fait. l'amour de Del Toro
pour les effets spéciaux pratiques sur le plateau. Et ça, c'est super. Oui, c'est un gars qui s'appelle Guy Davis qui lui a designé ce cadavre. C'est Extraordinaire. Mike Hill, donc Mike Hill, le chef maquilleur du film, qui l'a créé. Et en Ouais. fait, c'est un torse anatomique que Guillermo avait vu au Hunterian Museum de Londres, Ah, voilà. qui est un peu l'équivalent du musée Fragonard, justement, de Paris, quoi. Génial. Et ouais, elle est incroyable, cette scène. Cette créature, donc une espèce de morceau de torse avec un bras et une tête, ressemble, mais alors incroyablement, au dessin de Bernie Wrightson, là pour le coup. Mm. On dirait un Ouais. dessin qui a pris vie, C'est tu vois. c'est vrai, Ouais. C'est absolument. magnifique, là. Il y a une très belle musique d'Alexandre Desplat qui renforce le côté féerique et qui n'est pas du tout horrifique. Au contraire, il célèbre la beauté tout le temps et c'est bien fait ça. Bah, en fait, l'avantage de Desplat, par rapport à un film comme Frankenstein, c'est qu'il a tout le panel à illustrer, puisqu'on a vraiment à la fois du gothique grandiose, intimiste, des moments comiques, il ne faut pas l'oublier, mais par exemple toute la scène où il récupère les cadavres et il commence son travail, c'est une sorte de petite valse guillerette, parce qu'on nous fait bien comprendre C'est ça. que Victor a un rapport très particulier à la chair humaine. Donc il a vraiment eu les moyens. Je crois qu'il avait un chœur de 80 personnes et il a aussi utilisé pas mal de sons électroniques, mais de façon assez subtile. Et puis surtout, il a une violoniste norvégienne virtuose qui s'appelle Eldborg Hemsing. Et donc il y a beaucoup de plages où le violon s'isole de l'orchestre, justement comme étant l'incarnation de ce cri que la créature C'est magnifique. envoie à la face du monde, quoi. Philippe, dans ton casting, tu as oublié de parler de Charles Dance, qui fait le père de Victor. C'est marrant, Charles Dance, c'est un acteur que j'ai toujours bien aimé, et j'ai toujours Il est l'impression génial. qu'il joue le même rôle. Il joue Oui. toujours le même rôle dans les films. C'est vrai, C'est-à-dire mais je me le demande quel grand âge il a, parce que moi je le salopard, vois depuis Last Action Hero, il a toujours eu plus ou moins la même tête, si tu veux, et là Oui. il a 150 ans. Il était déjà dans le Game of Thrones et tout, mais il est incroyable cet acteur. Toujours le même rôle. C'est incroyable. Et on n'a pas parlé d'un excellent acteur qui est excellent dans le film, qui s'appelle Lars Mikkelsen, qui est le frère de Mads Mikkelsen, et qui joue le capitaine du bateau, qui Ouais. recueille les confidences à la fois de Victor et de la créature. Et Ouais. il est formidable, je trouve. Il est d'un réalisme et d'une émotion rentrée absolument fantastique, je trouve. Et bravo, Lars. Ce que j'ai compris, ce capitaine de bateau, il est une sorte de double de Victor Frankenstein, au sens où lui aussi, pour son ego, pour ses exploits héroïques personnels, est capable de traîner tout un équipage aux rives de la mort, en fait, parce que c'est Ouais. enfin, C'est on vrai. imagine qu'il pourrait tout s'y passer, quoi. Donc c'est aussi pour ça que Victor Frankenstein, à un moment donné, lui dit: vous partagez ma maladie, enfin, au sens, C'est toi vrai. et moi, on est voilà. Il le choisit comme le réceptacle de sa confession parce qu'il a reconnu un père, en fait. Ouais. Et le début du film nous le montre de dos, comme si c'était Victor, en fait, qu'on voyait. Ouais. Il y a aussi un aspect, alors là, c'est une interprétation de ma part, mais dites-moi ce que vous en pensez. La créature de Frankenstein, elle a été figée dans le marbre par l'interprétation de Boris Karloff. Karloff. Et j'ai l'impression que le film nous invite à accepter qu'elle puisse être autre chose que ça, qu'elle est bien plus grande que juste l'image de Karloff. Et moi, j'ai vu ce bateau coincé dans la glace comme étant justement l'image que l'on se fait de Frankenstein, un truc qui ne bouge plus depuis des décennies. Et qu'à la fin de ce film, on arrive enfin à le faire sortir de J'aime son beaucoup. vrai. égoïsme. C'est vrai. Et d'ailleurs, en allant dans ton sens, la dernière scène de la créature, c'est quand il dégage le bateau de la neige et qu'il le Exactement. renvoie vers l'océan. Et ça, C'est ça. c'est ça aussi. C'est vas-y, créature, poursuis ton parcours, tu vois. Explore, Ouais, tout c'est à fait. magnifique. Et Ouais. on le Mais voit le partir film- au loin sur un plan qui est littéralement repris de Laurence d'Arabie, quand il va vers le soleil couchant. Oui, oui, Mais oui. le film est rempli de symboles. Le personnage est très christique. Tu as vu, il y a un moment, il est quasiment crucifié, la créature. Et puis tu as cet ange qui visite
Victor pendant son sommeil également. Donc c'est plein de symboles tout le temps. C'est d'une richesse incroyable, quoi. Ce sont des symboles qui reviennent dans tous les films de Guillermo, qui se répondent les uns les autres, hein. Cet ange de la mort, on le voit dans Pinocchio, c'était le Sphinx que Pinocchio rencontrait à chaque fois qu'il mourait. Dans Hellboy 2, c'est littéralement l'ange de la mort, hein, une sorte d'oracle qu'on va consulter. Donc cette créature, cette statue effrayante. Et donc dans Chronos, c'était ces fameuses statues d'anges dont je parlais tout à l'heure, qui faisaient référence à ces fœtus que Guillermo avait vus quand il était jeune, quoi. En fait, quand il a découvert le film de James Whale quand il était gamin, il a vu le Christ dès ce moment-là. C'est-à-dire qu'on lui parlait régulièrement en famille de cet homme qui avait pris tous les péchés de l'humanité sur ses épaules et qu'on avait crucifié. Et lui, il voit une créature qui prend toute la haine et toute la vicissitude de ce monde pour finir brûlé voilà. Et il s'est dit, mais en fait, c'est lui, c'est Jésus. Donc il en a fait son Christ personnel dès cet âge-là. Donc quand il fait un film comme ça, c'est évident qu'il va partir dans cette dimension christique. C'est génial. Mais en plus, tu as vu cette créature, il fait jamais de mal à personne, il est toujours en état de légitime défense. C'est des gens qui l'agressent avant et il ne fait qu'essayer de sauver sa peau, quoi, en fait. Enfin, quand il leur fait mal, et ça aussi c'est original, c'est quand il se défend, il y va pas avec le dos de la cuillère, tu vois, il arrache la mâchoire d'un type, incroyable. Les loups, il les coupe en deux, enfin je veux dire, il y va pas mollo, quoi. J'aime bien ce côté gore de Del Toro qui se lâche tout d'un coup quand il se met à massacrer les marins au début. Tu sais, il leur casse des jambes, il les jette contre des trucs. Ça, c'est super bien foutu. C'est un vrai film d'action, quoi. Il filme très bien l'action, Del Toro. Ça, oui, il a montré, il a largement eu l'occasion de développer ses talents de cinéaste de la violence et de l'action, c'est sûr. Ouais. Et t'as vu quand il demande d'avoir une fiancée à la fin et qu'il dit We can be monsters together. Et ça, c'est très beau aussi, parce que c'est l'histoire d'un couple, si tu veux. Et c'est pour ça que j'ai regretté que Mia ne revienne pas. Et j'ai pas très bien compris pourquoi Victor part derrière lui avec un fusil, parce qu'il a vu que les balles n'avaient aucun effet sur ce monstre. Mais il continue à essayer, comme dans les cartoons, on dirait Bip Bip le coyote, tu sais, avec la dynamite, même à la fin, il essaye de tuer ce monstre. Mais, et cette très belle chose dont tu parlais, qui est le pardon. Où tout d'un coup, sur le lit de mort de Victor, il brise le cycle, en fait, et il lui pardonne. Et ça, c'est absolument magnifique, je trouve. C'est très bouleversant. Ça, c'est vrai, on n'aura jamais vraiment le détail du rapport que Guillermo avait avec ses propres parents, hein, mais il a quand même été éduqué par une famille assez rigoriste, même si sa mère était comédienne et donc un peu fantasque, hein. De ce que j'ai compris, avec son père, c'était pas toujours aussi simple, quoi. Mais en même temps, il y avait de l'amour, mais un amour contrariant et contrarié. Ouais. Donc, parce qu'il lui pardonne, parce que ce qui est beau, c'est qu'il lui pardonne. Au moment de la mort de Victor, la créature lui pardonne, mais il mérite pas ce pardon, Victor. Non. C'est la créature, il décide, lui, de ne plus vivre dans la haine et la rancœur. Ça. Mais Victor, lui, ne mérite aucun pardon. Ce qu'il a fait depuis le début, depuis qu'il a créé le monstre et même avant, c'est absolument impardonnable. Bien sûr, mais la créature, en libérant Victor, elle se libère elle-même aussi. C'est ça, exactement. Et maintenant, que celui qui a encore quelque chose à dire sur le Frankenstein de Guillermo del Toro le dise ou qu'il se taise à tout jamais. Oui, on aurait pu parler de tellement d'aspects. Moi, je vous invite à retrouver, si vous aimez un peu l'histoire de l'art, parce que Guillermo est un vrai boulimique de l'image, je vous invite à retrouver les citations à la fois du Caravage, de Saint-André et de Goya qu'on a dans le film, parce qu'on a beaucoup d'éléments qui renvoient directement à ces artistes. Donc ça peut être un jeu de piste, voilà. Ah ouais, merci d'avoir relevé le niveau de Kinopod en fin d'émission de notre pauvre show. Non, quand même, c'est d'un haut niveau. Moi, le premier Kinopod que j'ai découvert, c'était celui sur la boom. Donc déjà, vous aviez commencé très haut. Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage monstrueux dans les ténèbres de l'âme humaine. Philippe, merci d'insuffler encore et toujours de la vie dans cette émission et de ramener sans cesse Kinopod d'entre les morts. Et Rafik, ça rime avec magnifique, comme ta participation aujourd'hui. Et tu fais maintenant partie de la famille et c'est un grand honneur et un grand plaisir pour nous.
Je suis effectivement très honoré, Jean, et encore une fois, merci pour cette invitation. Merci Ah non, Philippe c'est- de Bah, m'avoir de rien, épaulé c'est un plaisir. solidement. Tu vas Et- revenir très vite. On se retrouve donc très vite également pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, s'il vous plaît, si vous voulez que nous restions en vie comme la créature de Frankenstein, n'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo du savant fou Romain Lenoff, assisté de Diana Mossafir, son Katia Lazareva. Et maintenant, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase, Philippe puis Rafik. Philippe Sedbon, merci de votre attention, Stein. Rafik, je voulais être ton Adam et je suis ton ange déçu. Magnifique. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod, le podcast couturé de cicatrices. You wanna know how I got these scars? Et maintenant, pas de chanson aujourd'hui, mais une citation de celle par qui tout a commencé, Marie Shelley. Si Kinopod est méchant, c'est que Kinopod est malheureux. Ne suis-je point repoussé et haï par tous les hommes? We belong dead!